Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur cette conférence sur la variole simiesque, la monkeypox comme on l'appelle. Je suis content de voir quand même qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour venir voir cette conférence. C'est un sujet qui a été vachement invisibilisé pendant quand même tout le début de la pandémie, qui a un peu explosé à partir du moment où les premières interventions médiatiques ont été faites par les malades sur les chaînes de télé, puis qui a été emparé. Moi-même, je m'en suis emparé sur les questions gouvernement. Donc merci à toutes et à tous d'être présents. Je vais vous présenter, moi je suis Andy Cabrat, député de la France Insoumise, député de Nantes. Personnellement, je suis une personne LGBT. Je vais vous présenter les autres intervenants qui vont participer à cette conférence. Moi, j'ai pour rôle d'animer. Je vais vous faire juste une petite introduction sur le moment politique qui a été traversé sur la variole du singe et qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence parlementaire pour pouvoir comprendre aussi à la fois la lenteur de l'allumage du traitement de l'épidémie, mais aussi maintenant les réponses. Et on a donc une série d'intervenants de qualité que je vais donc toutes vous présenter. Je vais commencer par Nathalie Oziol, députée LFI de l'Hérault, qui est donc une de mes collègues. Je vais vous présenter donc François Emery, responsable chez ACT UP du plaidoyer. Je vais vous présenter Carole Eldin, infectiologue, qui va pouvoir nous parler aussi de l'aspect scientifique de la maladie. Je vais vous présenter aussi donc François Berdugo, secrétaire général de la Société française de santé publique. Et enfin, je vais vous présenter Emmanuel Baudonnier, président de AIDS en Bourgogne-Franche-Comté et administrateur national de AIDS. Faire émerger dans le débat public, dans le débat politique, la question de la variole du singe et surtout de son traitement LGBT-phobe au sein de l'Assemblée, c'est quelque chose qui a été long. Déjà parce que les premiers cas, les premières alertes ont été données dès le mois de mai. Et on était en séquence électorale avec des changements de ministres. Et Braun n'est arrivé qu'à la fin de ce processus avec l'introduction de cette nouvelle Assemblée, avec ses nouvelles composantes. Dès le départ, avec ce qu'on peut appeler l'affaire Cailleux, on s'est mobilisé, nous, à la France Insoumise, pour dénoncer ces personnalités LGBT-phobes, qui étaient déjà d'ailleurs présentes pour certains dans l'ancien gouvernement. Je pense à M. Darmanin, mais je pense aussi à M. Béchu, qui en plus a une particularité qui est d'avoir fait supprimer des visuels, des affiches dans la ville d'Angers de prévention du VIH, de prévention sur la lutte et l'accompagnement du VIH. Ça envoie un signal dès le départ de qu'est-ce qu'on va avoir comme politique de santé pour les personnes LGBT. Même si le ministre Braun, lui, s'engage, et s'est engagé depuis sur l'épidémie de la variole du singe, on peut clairement voir qu'on ne peut pas avoir une totale confiance à un gouvernement qui accepte de mettre à sa place, dans ses rangs, des personnes qui ont ouvertement des propos LGBT-phobes, qui ont profondément des actes LGBT-phobes. Et c'est pour ça que j'ai voulu porter dès le départ le combat sur ces trois ministres, mais pas que, et sur la variole du singe qui était invisibilisée. Et cette invisibilisation, je l'ai déjà dit, c'est une discrimination. Et comme d'habitude, les personnes LGBT n'existent pas. Et ça nous a tous renvoyés, nous, personnes LGBT, à un passif historique de violence, de lutte, où seule notre auto-organisation avait permis au départ d'agir sur la prévention des années SIDA. Les réponses du gouvernement, dès le départ, ont été de dire « tout va bien. Nous avons les stocks de vaccins pour faire les doses, mais nous manquons de bras. » Manquer de bras, ensuite, il ne faut pas oublier que c'est quand même un gouvernement sortant et que la responsabilité que si on manque de bras pour la vaccination, c'est bien de la faute de 5 ans de destruction de l'hôpital public. La réponse ensuite a été de dire qu'ils allaient prendre le sujet à cœur. Et on a eu en effet qu'une seule intervention de la ministre de l'Égalité, Madame Rome, disant qu'elle ne voulait pas que ça discrimine les personnes LGBT. Cependant, c'est sa seule intervention, alors que techniquement, c'est la ministre qui est responsable du sujet. Ce combat, il est porté donc au sein du Parlement par les différents députés LGBT ou non d'ailleurs, qui ont interrogé le gouvernement.
Et comme vous l'avez pu le savoir, il y a une proposition de commission d'enquête qui est portée au Sénat, où il y a un groupe très actif qui pourrait peut-être l'obtenir, et c'est vraiment quelque chose qui serait utile, car il y a eu une volonté aussi du gouvernement de se cacher derrière le secret défense pour pas avoir à répondre, pour pas avoir à donner la réalité sur les stocks, sur l'état réel de notre propre indépendance sanitaire, en quelque sorte. Je vais laisser maintenant les autres s'exprimer. Je vais commencer par Carole, donc, qui va pouvoir nous faire un petit point sur cette maladie, car je pense qu'il est très important de faire cette dénonciation politique, mais aussi d'informer. Comme je l'ai dit, c'est un sujet qui a été invisibilisé. Et en effet, aujourd'hui, on a aussi une étape de prévention, en quelque sorte, en alertant sur ces questions-là. Je te laisse la parole, Carole. Merci beaucoup Andy, et puis merci de l'invitation et de pouvoir m'exprimer à cette tribune. Alors donc voilà, moi je vais vous faire un petit point sur donc ce que c'est que cette maladie, la variole du singe, qui a un nom quand même très particulier, un nom qui peut faire peur comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on dit variole du singe déjà? Est-ce que c'est une maladie du singe? Non, pas du tout. La réponse n'est pas dans le nom. Ça s'appelle variole du singe parce que ça a été isolé en laboratoire la première fois sur un singe de laboratoire. Mais en réalité, c'est une maladie, un petit peu comme le Covid, qui circule chez l'animal et chez tout un tas d'animaux. En fait, on ne sait pas le réservoir principal, mais à la base, c'est les rongeurs, par exemple, etc. Enfin, plusieurs animaux. Et c'est une maladie, au début, qui est plutôt africaine, qu'on connaît depuis très longtemps, et qui sévissait jusqu'à présent dans 2 pays clés, la RDC et le Nigeria. Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, c'était les 2 foyers. Avec des souches différentes. Alors, heureusement, entre guillemets, en Europe, on a la souche qui vient plutôt du Nigeria, et la souche de RDC est un peu plus sévère et a une mortalité de 10%. Heureusement pour nous, elle n'est pas ici, mais malheureusement pour les gens de RDC, ils en souffrent toujours. Et donc, qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? Il y a des cas régulièrement en Afrique, dans ces 2 pays-là, et puis en Europe et aux États-Unis, on avait de temps en temps des cas importés. Et notamment, l'Angleterre a eu beaucoup de cas chez des gens qui revenaient du Nigeria, qui arrivaient en Angleterre et qui faisaient la maladie, mais ça s'éteignait assez rapidement. Il y a eu quand même des alertes précédentes, et notamment en 2017, au Nigeria, les médecins nigériens ont observé une épidémie assez explosive. Il y a eu jusqu'à 500 cas au Nigeria. Et c'est intéressant de regarder un peu le passé pour avoir des enseignements, parce que, à l'occasion de cette épidémie-là, les médecins du Nigeria avaient déjà pas mal alerté et avaient constaté que la maladie avait un peu changé. Vous savez que c'est une maladie qui donne des boutons. Enfin, vous savez peut-être pas, mais en pratique, c'est une maladie qui donne des boutons. Et déjà, au Nigeria, ils avaient dit, tiens, sur cette épidémie, il y a un peu plus de lésions génitales. Donc on se pose la question de est-ce qu'il n'y a pas une transmission par voie sexuelle possible. La transmission qu'on connaissait à la base de cette maladie, comme la variole humaine à l'époque, c'est une transmission par le contact avec les boutons et puis par les sécrétions. La sueur, la sécrétion salivaire, les sécrétions génitales. Et puis un peu une transmission qu'on appelle gouttelette, que vous devez connaître avec le Covid, du coup, qui est la transmission quand on éternue face à quelqu'un d'assez proche. Voilà, donc ça c'était ce qu'on connaissait avant de cette maladie, avec quand même déjà un petit truc assez révélateur d'un point de vue de santé publique internationale, c'est que les Africains, comme vous le voyez, ils souffrent déjà de cette maladie depuis très longtemps et personne ne fait rien alors qu'on a un vaccin qui existait déjà. Et au jour d'aujourd'hui, on parle de la vaccination dans nos pays, on milite pour l'accès à la vaccination dans nos pays, mais les pays africains n'ont toujours pas accès à ce vaccin alors qu'ils continuent à avoir des cas. Bref. Voilà, donc une épidémiologie à l'époque uniquement africaine, et puis donc depuis début 2022, les choses ont changé, l'épidémie et la maladie a émergé, ça fait partie des maladies émergentes, comme dans le cas du Covid, donc il y a plein d'incertitudes dans ces situations-là, c'est compliqué, mais cette maladie, elle a émergé en effet plutôt dans ce que nous, infectiologues, on appelle avec un terme, on va dire scientifique, la communauté HSH, donc hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, c'est comme ça qu'on définit les choses pour définir la pratique plus que la catégorisation sociale ou autre. Voilà. Et donc, on a vu cette épidémie émerger, grossir assez vite dans le milieu HSH. À l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près 3000 cas, 2900 cas exactement, majoritairement des hommes jeunes, 34 femmes sur l'épidémie actuelle, et puis 7 enfants. Et donc, ce qu'on voit très bien, mais ce dont on pouvait se douter depuis le début, c'est qu'au début, on avait une transmission donc on a assez vite identifié comme plutôt par transmission sexuelle, avec beaucoup de lésions au niveau génital, mais aussi au niveau général. Et puis, comme pour toute maladie infectieuse, on ne peut pas se dire que ça va se cantonner à une population particulière. Forcément, si on laisse l'épidémie courir et si on n'a pas de mesures de prévention, l'épidémie, elle va déborder et se généraliser à d'autres populations. Il n'y a pas de mystère, vu qu'on connaît les modes de transmission qui sont par contact et pas que par voie sexuelle, bien entendu. Voilà, donc cette épidémie, elle est arrivée en Europe, elle est arrivée dans les pays du Nord, Europe, Canada, États-Unis, etc. Et très vite se pose en effet la question de la prévention. Moi, je vais juste parler, je vais laisser après les autres acteurs plus axés sur la santé publique et les associations qui sont sur le terrain vous parler. Mais nous, à l'hôpital,
et ça dénote quand même un peu la vision de santé publique à la française, qui malheureusement a déjà péché sur le Covid, mais ils ont répété un peu les mêmes erreurs. On a fait reposer la prévention sur le système hospitalier principalement. On a dit aux grands centres hospitaliers, notamment à Paris, parce que l'épidémie, là où elle était la plus forte quand même au début, c'est surtout à Paris. Moi, je suis infectiologue à Marseille, on a commencé à avoir des cas, mais plutôt à partir de juin-juillet. La majorité des cas étaient sur Paris. On a vu les services de maladies infectieuses des grands hôpitaux qui déjà étaient épuisés après 2 ans de Covid, qui n'avaient plus de bras, comme on le dit dans les hôpitaux, avec 20% de lits fermés pour certains, plus d'infirmières, des médecins un peu au bout du rouleau. On leur a dit, c'est vous qui allez vacciner, organisez-vous, comme fait le gouvernement, c'est-à-dire vous faites avec vos moyens, on ne vous en donnera pas plus, vous vous organisez pour vacciner. La situation dans les hôpitaux parisiens en juin, c'était 600 mails en attente pour des demandes de vaccination, 500 rendez-vous non honorés, et donc des services qui débordent et en pratique pas de possibilité d'assurer la vaccination. C'est l'état dans lequel on s'est retrouvé dans les hôpitaux, donc avec de grosses difficultés à gérer cette vaccination. Et puis, je vais laisser du coup les autres intervenants développer pour la suite. Merci de votre attention. Et je suis disponible pour des questions si besoin sur le fond de la maladie. On fera un tour de questions à la fin. Donc François, Emery, vu qu'on a 2 François. Effectivement, il y a 2 François à cette table. Donc moi, oui, je m'appelle François Emery, je suis responsable du plaidoyer à ACT UP Paris. Et du coup, nous, ça fait depuis le mois de mai qu'on est en discussion avec les différentes autorités qui gèrent l'épidémie, donc le ministère de la Santé et ses administrations. Ce qu'il faut souligner pour commencer quand même, c'est qu'il y a une sorte de volonté de dialogue qui vient des autorités et qu'on peut quand même échanger assez régulièrement sur les problèmes de fond. Après, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que depuis le départ, ce dialogue est complètement dysfonctionnel puisque les termes du débat sont biaisés. On n'a pas les données sur le nombre de vaccins disponibles, sur les stocks de vaccins qui sont secret défense, puisque c'est les stocks de vaccination antivariolique qui dépendent du secret défense dans le cadre de la lutte contre le bioterrorisme. Donc le dialogue, mais en même temps, c'est un dialogue complètement asymétrique. Asymétrique aussi parce que ça se fait entre nos associations communautaires, les associations de lutte contre le sida qui ont une longue expérience en fait, de la gestion épidémique et qui accompagnent les publics qui, pour l'instant, sont les principales victimes de l'épidémie. Donc on l'a rappelé, c'est les HSH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les personnes trans multipartenaires et les travailleurs du sexe. Partant de ça, il y a des problèmes structurels qui font que pour l'instant, on n'a aucune visibilité sur la politique que souhaite mettre en œuvre le gouvernement. Donc on ne sait pas si pour l'instant ils veulent contenir l'épidémie, s'ils veulent gérer l'épidémie, s'ils veulent éradiquer l'épidémie. Ça fait plusieurs semaines que nos associations, ACT UP, mais aussi Aide, qui est à l'autre bout de la table, s'expriment assez fréquemment avec d'autres assos comme le planning familial. Et jusqu'ici, finalement, les seuls acteurs qui ont été force de proposition, ce sont ni les administrations, ni même le gouvernement, ce sont bien nos associations. C'est-à-dire qu'on a un avis de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, qui a mis un avis qui a rendu possible l'ouverture de la vaccination, qui identifiait la population à vacciner autour de 250 000 personnes. Alors nous, on pense, et je pense que c'est à peu près consensuel pour la table aussi, que cette population est largement sous-estimée, et qu'en tout cas, elle ne concerne que les HSH. Donc elle ne comprend pas les travailleurs du sexe, et les personnes trans multipartenaires. Il y a eu, ça a été rappelé, un retard à l'allumage, quelque chose qui ne s'est pas fait au début de la vaccination. On s'est retrouvé à un stade à Paris où effectivement, au mois de juin, il y avait 40 doses de vaccins par service de maladies infectieuses, donc 40 à Bichat et 40 à la Salpêtrière. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas pu être vaccinées suite à une exposition et qui ont été malades ensuite sans avoir pu bénéficier du boost vaccinal. Donc je vais peut-être plus m'attarder sur ce que nous on propose, vu qu'en face il n'y a pas vraiment de solution pour mettre fin à l'épidémie. Donc ça fait plusieurs semaines quand même qu'on a demandé au ministre l'ouverture de la vaccination pour les femmes qui sont partenaires de HSH. Parce que c'est quand même plusieurs situations qui nous ont été remontées de femmes qui sont vues refuser la vaccination alors qu'elles étaient contact de personnes qui avaient été diagnostiquées. Donc il nous semble important que le ministère ou la HAS revoient leur classification et les catégorisations qui puissent ouvrir la vaccination. C'est également important que les clients et les clientes des travailleurs du sexe puissent être vaccinés. Et là, on arrive sur un problème qui ne date pas de la variole du singe, mais qui est bien un truc plus global, c'est-à-dire le cadre législatif, administratif et réglementaire qui entoure le travail du sexe en France et qui entrave l'accès aux soins des personnes. Donc depuis 2016, les clients et clientes de travailleurs du sexe sont pénalisés. Et donc, ils ne pourront pas se présenter dans des lieux de vaccination et sur un formulaire inscrire qu'ils demandent la vaccination parce qu'ils ont été clients de travailleurs et travailleuses du sexe.
autre problématique autour de cette population, la dénomination. C'est-à-dire que le premier avis de la HAS, qui est sur celui qui est en cours, n'a pas retenu cette appellation qui est pourtant celle promue par les collectifs et les syndicats de personnes concernées, également par nos associations communautaires, et même comme des acteurs comme le planning familial, Médecins du Monde, enfin quelque chose qui est quand même largement consensuel pour tous les acteurs qui touchent de près ou de loin à la santé publique. On a préféré cette appellation très stupide de personnes en situation de prostitution. Et ça, c'est problématique à plusieurs endroits, en fait, de base, parce que ça veut rien dire. On peut aussi parler de personnes en situation de pédalerie, de personnes en situation d'hétérosexualité, pourquoi pas de personnes en situation de pouvoir qui exercent une oppression systémique sur une population précarisée. Pourquoi pas. Et donc, en fait, par rapport à la co-construction des solutions spécifiques pour cette population dans le contexte épidémique, ça pose aussi souci, sachant que parmi les associations très engagées dans le dialogue constant avec les autorités, les syndicats de travailleurs du sexe ne sont absolument pas en reste. Il y a des avancées au niveau local, peut-être qu'Emmanuel pourra plus parler de ce que vous faites en Bourgogne-Franche-Comté, mais pour assurer des plages de vaccination pour cette population cible, pour les travailleurs du sexe. Mais au niveau global, ça reste très compliqué. Ce qu'on a obtenu à moitié, après aussi plusieurs semaines de demandes très insistantes, c'est une expérimentation sur la vaccination en pharmacie, qui a concerné 5 pharmacies. Une expérimentation de 2 semaines, donc qui s'est conclue la semaine dernière, et le bilan est assez contrasté finalement. Parce que en fait, on n'a pas demandé une expérimentation pour savoir si les pharmaciens savaient vacciner, parce que ça, on sait que grâce au Covid, ils savent le faire. C'est plus la partie logistique qui posait problème, notamment pour l'acheminement des doses, pour pas que ce soit à l'État central de s'en occuper, et donc déléguer cela à des grosses structures de soins comme les pharmacies centrales de CHU, d'hôpitaux de grandes villes. Donc c'est une des conditions pour qu'en fait la vaccination soit étendue en pharmacie, c'est que les pharmacies volontaires soient adossées à de très grosses structures de santé. Et donc, bilan contrasté. Je dis contrasté, c'est pas une information de première main, parce qu'en fait, le ministère n'a pas jugé opportun de convier nos associations, en dépit de nos demandes, au bilan de l'expérimentation. Mais ce qu'on sait, c'est que côté Marseille, ça s'est plutôt bien passé, à Fréjus aussi. Par contre, à Paris, il y a eu des couacs, c'est pas une catastrophe non plus, mais sur l'acheminement des doses en seconde semaine, qui devait être assuré par la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, ça s'est pas passé parfaitement. Au-delà de ça, en fait, on a toujours les mêmes demandes et c'est très persistant. En fait, on a des nouvelles aussi. Je vais le dire rapidement, puis je vais laisser sonner la parole quand même. Il y a le sujet de l'open data, parce que les chiffres qu'on annonce, le nombre de doses qui circulent, le nombre de doses qui ont été faites, le nombre de personnes vaccinées, on les a au compte-gouttes et généralement, c'est le ministre qui se déplace quelque part et qui fait une annonce ou alors sur des comptes Twitter gouvernementaux. Et c'est pas satisfaisant non plus pour que la démocratie sanitaire puisse s'exercer. On a plein de personnes compétentes en France, dans différents terrains de recherche, en épidémio, en sociodémographie, qui pourraient apporter des solutions claires pour assurer une meilleure protection des populations cibles. Finalement, on n'a pas d'open data. Donc finalement, on sait très peu de choses sur les caractéristiques sociodémographiques, socio-économiques, même par rapport au lieu de naissance des personnes, qui est quand même un truc assez important en santé publique, qui permet de calibrer des choses. Donc très important l'open data. Sur le plan politique, Andy l'a rappelé, effectivement, nous aussi, aux côtés des partis, on a demandé, et on demande toujours la mise en place d'une commission d'enquête sénatoriale, pour pouvoir faire de la lumière, parce que dans la gestion des épidémies, c'est quand même des vrais sujets très complexes. Et au-delà même d'établir l'échelle des responsabilités, c'est toujours bien de savoir, c'est surtout de savoir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, et de pouvoir faire preuve d'un peu de réflexivité pour les prochaines épidémies qui nous attendent certainement. Au-delà de ça, on a toujours beaucoup de questions en suspens, donc toujours pas de stratégie vaccinale. Donc on n'a pas de calendrier, semaine par semaine, région par région, avec des chiffres précis, on va vacciner tant de personnes, quitte à pas le tenir, mais au moins ça fait une base de débat aussi, de savoir un peu où on en est. Et il y a aussi des nouvelles questions qui commencent à émerger. On a un manque cruel de données scientifiques sur ce que fait cette maladie sur les corps féminins. Notamment au niveau des lésions vaginales, il y a très peu de documentation scientifique et ça serait important aussi que les personnes puissent être averties, puisque en fait, quand on regarde ce qui se fait un peu ailleurs, c'est-à-dire en Espagne, on voit bien qu'il y a plusieurs semaines d'avance sur nous en termes d'épidémie, donc le nombre de femmes contaminées augmente énormément. Donc c'est une problématique qu'il va falloir prendre en compte, et le plus tôt on le prendra en compte, le mieux on pourra accompagner les personnes une fois que ça se produira ici. Et dernière chose, et après je vais laisser la parole aux autres intervenantes, on a demandé, c'est très important, il y a 2 semaines, l'ouverture d'une ALD. L'ALD, c'est les affections de longue durée, c'est pour les personnes qui ont des pathologies sérieuses, pour que le suivi de ces pathologies puisse être suivi et pris en charge à 100% par la Sécu. Pour les personnes qui ont des syndromes persistants de varicelle du singe, parce que ça arrive, la PHP a fait une étude à Bichat là, qui parle d'à peu près 7% de formes graves. Et en fait, sur ces formes graves, ça ne s'arrête pas au bout d'un mois pour une part conséquente de ces personnes. Ça peut être avec des symptômes variables, mais on a quand même des personnes qui... Il n'y a plus de micro, je crois, on m'indique, je ne sais pas. Je vais parler un peu plus fort.
Donc oui, en fait, pour les personnes qui ont des symptômes persistants, moi je parlais à une personne avant-hier qui a eu des lésions anales très importantes et qui, un mois et demi plus tard, se retrouve quand même à pisser le sang dans sa couette, à devoir jeter sa couette, tellement elle était imbibée de sang. Et pareil, il n'y a pas non plus un suivi proctologique extraordinaire qui a été mis en place, une liste de recommandations, après c'est normal, vu qu'on fait du clinique en temps réel. Mais c'est important, donc j'insiste, le micro, j'insiste, encore une fois, et je pense que mes camarades le feront aussi, pour que le ministère de la Santé ouvre avec la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, la possibilité très rapidement d'une prise en charge à 100% pour les personnes qui ont des symptômes persistants de variole du singe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup François. L'autre micro il marche ou pas? 1, 2, 1, 2, oui, ça marche. Attends, ouais, ça marche là. Je sais pas, oui. Merci François. Ce que je propose, c'est que ça soit maintenant Emmanuel qui prenne la parole par rapport à les expériences locales que lui a pu voir et aussi à ce que porte AIDS. Merci Andy, merci à toutes et à toutes d'être présentes aujourd'hui. Déjà au départ, peut-être un point qui n'a pas forcément encore été évoqué, on nous parle d'une maladie bénigne. Et très rapidement, dans nos structures, dans nos antennes, quand on accueille des personnes qui nous disent être infectées ou affectées par monkeypox, on se rend compte qu'on est très loin d'une infection bénigne, puisque même si on n'en décède pas, et encore ça devient de plus en plus faux puisqu'on a déjà 12 décès dans le monde, on a des personnes qui ont des très très grosses douleurs et à qui on prescrit du paracétamol. Donc un des combats qui a été mené au tout départ, c'est aussi de reconnaître la douleur de cette maladie et de pouvoir prescrire des antalgiques dits de palier 2, donc le tramadol par exemple, de combiner avec des paliers 1 comme le paracétamol et d'aller jusqu'à la morphine, puisqu'on a 80% des personnes affectées qui disent très clairement avoir des douleurs qu'ils n'ont jamais ressenties. Après, dans les problématiques qui sont posées, on a 30% des personnes qui sont découvertes monkeypox qui ont aussi une co-infection à une autre IST. Et là, on se rend compte que faire un dépistage d'IST en parallèle, c'est quand même pas idiot. Et petit à petit, on essaye de mettre en place un dialogue, alors en effet avec l'autorité de santé, avec la Direction générale de la santé, qui existe, il a le mérite d'exister, mais quand on interroge les politiques, et notamment les personnes qui sont au pouvoir, ils nous disent non, mais vous vous rendez compte, si on se met à en parler, ça va être stigmatisant. Ce qui est stigmatisant, c'est de dire que les personnes LGBT, ce sont ces gens-là. Voilà, ça c'est stigmatisant. Catégoriser monkeypox comme étant une IST ou qui se transmet dans la communauté HSH, c'est pas stigmatisant quand on regarde les autres propos du gouvernement. Donc ça a été le départ. Après, on nous dit on a 21 centres de vaccination en France. 21 centres de vaccination, forcément, ça n'avait pas l'effet. Et là, depuis quelques jours, on nous explique qu'il y a 160, 170 centres qui vaccinent. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, à Mâcon ou à Nevers, ils vaccinent bien, mais une demi-journée toutes les 2 semaines. On est quand même loin du compte. Quand on vaccine une demi-journée toutes les 2 semaines, ou même sur des journées dites de travail pour les personnes qui sont en activité, ça devient difficile d'y avoir accès. Donc on demande l'ouverture de certains CJ, donc les centres de dépistage et d'information. Parce que ces centres-là, la plupart du temps, ils sont fermés l'été. Donc très rapidement, on laisse cette épidémie gérer dans les centres hospitaliers, notamment les maladies infectieuses qui se remettent petit à petit de 2 ans d'épidémie. On nous dit que le système de santé est à bout après 2 ans d'épidémie. Il faut rappeler que les crises sanitaires, en fait, elles n'ont pas mis à mal le système de santé, elles ont fait que révéler des déficits du système de santé qui sont présents depuis 5 ans, mais parfois même plusieurs décennies. Donc il y a tout ce travail-là où autour de monkeypox et de cette infection, on va avoir un plaidoyer global du système de santé et de plaidoyer pour essayer de demander plus de moyens. Ça, j'espère que les parlementaires, vous allez le faire. Mais on n'a pas de doute pour vous, on a plutôt des doutes sur le côté droit de l'hémicycle et même un peu du centre, dit le centre. Donc il y a tous ces débats-là. Après, sur les travailleurs du sexe, grosse difficulté. Comment est-ce qu'on touche les travailleurs du sexe ? Très clairement, quand on est, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, entre Tournu et Chalon-sur-Saône, entre une ville de 20 000 habitants et une ville de 75 000 habitants, comment est-ce qu'on fait pour toucher ces personnes-là ? Donc on a mis en place des vaccibus, comme on sait faire. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas faire, on l'a fait avec la Covid-19. On a mis en place des centres de vaccination mobiles pour aller vacciner ces publics-là lors de maraudes des partenaires associatifs. Puisque très rapidement, on nous a dit « oui, le gouvernement communique sur le site de Santé publique France ». Alors, mis à part les associations, les professionnels de santé, je ne sais pas qui va visiter le site de Santé publique France. Bon, ils se sont rendus compte que finalement, les associations, Aide, Act Up, le planning familial et un peu plus d'une trentaine d'autres associations étaient peut-être le meilleur canal, peut-être, parce qu'au départ, on n'était pas reconnu comme tel, pour pouvoir relayer les messages d'information et accompagner les personnes pour, dans un premier temps, s'informer et par la suite, les accompagner à la vaccination.
Bon, très rapidement, vous le savez, sous ce gouvernement, c'est assez classique, on a sorti un numéro vert. Mais le problème est beaucoup plus large. Par exemple, un numéro vert qui est ouvert juste en journée, où ce ne sont pas forcément des professionnels de santé derrière, ça n'a pas permis non plus d'avoir un grand dialogue. Donc nous, on a aussi mis en place un groupe Telegram qui réunit à ce jour plus de 500 personnes, où les personnes peuvent accessoirement communiquer pendant leurs 21 jours d'isolement, puisque c'est une pathologie qui nécessite 21 jours d'isolement. Alors on se rappelle tous des confinements Covid, quand on se prend 21 jours d'isolement après une infection Covid et après 2 ans de privation de liberté individuelle, forcément ça devient un peu plus compliqué. Donc on a mis en place ce fil de discussion et là on s'est rendu compte que les remontées des personnes qui étaient affectées étaient loin de ce qui était décrit dans la littérature scientifique française ou même occidentale. Mais par contre, en effet, on retrouvait ce qui avait été dit dans la littérature scientifique au Nigeria, en RDC, de périodes très douloureuses, avec quelque chose aussi qui fait honte, forcément, quand on commence à avoir des pustules au niveau anal ou au niveau du sexe, ça peut aussi mettre des freins sur la sexualité. Bien évidemment, tout ça dans un climat d'LGBT-phobie, ça n'a pas facilité la chose. Et alors là, on arrive à l'ouverture de la vaccination. Il faut savoir que l'ouverture de la vaccination monkeypox, c'est le 7 juillet. On est sur le premier cas en France, c'est le 21 mai. Donc avant, on vaccinait uniquement les cas contacts de personnes avérées. Donc ça a été un peu compliqué. Et quand on a ouvert cette vaccination, ça a pris beaucoup de retard. Quand on nous demande est-ce que le gouvernement était à la hauteur, a priori non. Bon, on fera le bilan par la suite. Je pense qu'une commission d'enquête parlementaire pourra se saisir du dossier-là. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Donc la vaccination dans les centres, dans les CGID et les maladies infectieuses, c'est un premier pas. La vaccination en pharmacie, c'est en effet bilan mitigé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut juste se contenter des mauvais retours de Paris ou est-ce qu'il faut aussi accepter qu'il y a eu des bonnes choses à Marseille ? Et notamment à Marseille et à Saint-Tropez. Donc là, il y a eu des bonnes expérimentations. Après, l'erreur arrive. Par exemple, au centre de vaccination de la ville de Paris, on a eu une chaîne du froid qui a été cassée. Il a fallu revacciner 400 personnes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a demandé à des personnes de faire parfois jusqu'à 1 heure, 2 heures d'attente pour pouvoir se faire vacciner. Ces 400 personnes, elles ont dû revenir pour pouvoir se faire vacciner. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, après 2 ans de Covid, après une case de l'hôpital public depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, quand on a une nouvelle épidémie qui arrive, on n'est pas prêt pour la gérer. Donc il y a du boulot. Je pense que vous informer ici et nous permettre aussi de relayer ces messages-là, c'est un rôle qui est indispensable. Donc merci aussi à la France Insoumise d'avoir permis de nous donner la parole sur ce moment-là et de donner la parole à des acteurs, à actrices associatifs pour cela. Parce qu'on a souvent, on l'a vu pendant la période Covid, que des médecins, des grands infectiologues qui sont sur les plateaux télé et les personnes qui sont sur le terrain au quotidien, on est rarement écoutés. Donc merci beaucoup pour ce débat et je pense que malheureusement ça va continuer dans les prochaines semaines et les prochains mois pour une raison très simple, c'est que la Haute Autorité de Santé disait vacciner 250 000 personnes. Déjà, la Haute Autorité de Santé n'a jamais dit d'ici quand il fallait vacciner 250 000 personnes. Si on respecte la cadence actuelle de vaccination, on aura vacciné une dose, ces 250 000 personnes, d'ici le mois de décembre. Ce qui n'est donc pas suffisant pour enrayer l'épidémie. On le voit, en Espagne, on commence déjà à avoir cette épidémie qui sort des communautés des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et des travailleurs du sexe et des personnes trans multipartenaires. Et aujourd'hui, on a presque une chance que cette épidémie elle soit canalisée sur une population. On a une chance d'avoir un vaccin pour pouvoir mettre fin à cette épidémie. Mais là, force est de constater que si on garde cette dynamique-là, on sera loin du compte. Merci Emmanuel. Et je vais quand même rajouter un petit point politique. La ministre déléguée au ministère de la Santé, Madame Lebaudot, s'est quand même permise, pendant l'été, de dire qu'il n'y avait pas d'urgence à la vaccination. Ce qui envoie des messages contradictoires permanents de la part de ce gouvernement, mais comme on a déjà eu en effet pendant la crise Covid, avec un ministre qui s'engage à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, à ce que ça évite, à ce qu'on ait les doses. Donc on va pouvoir agir et on ouvre des centres et on fait le test en pharmacie. Que des tests, pas de généralisation, alors qu'on savait, comme on l'a dit tout à l'heure, que les pharmaciens sont dans la capacité de vacciner. Et d'un côté, sa ministre déléguée qui dit on peut attendre. Et on a quand même cette petite impression, ce petit drame un peu habituel pour nous, personnes LGBT, c'est que quand ça concerne les personnes LGBT, on peut attendre. Eh bien non, là, sur ce coup-là, on ne pouvait pas attendre. Je vais donner la parole à François, deuxième François Berdugo. Oui, bonjour à toutes et à tous.
Je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation faite à la Société française de santé publique de participer à cette discussion. Je dois dire en préalable que moi j'ai un autre attachement à ce lieu, c'est que je suis engagé de façon personnelle au Parlement de l'Union populaire et désormais le Parlement de la NUPES. Mais ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, mais je tenais à le préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les esprits. Alors la SFSP, c'est une association, c'est un réseau de professionnels de santé publique qui est investi dans dont les adhérents sont investis dans différents champs d'activité, l'hôpital, l'enseignement, les collectivités territoriales, les agences d'État, etc., et des associations aussi. Et nous, on essaye de prendre la parole sur des sujets d'intérêt général, ce qu'on a fait en l'occurrence pour la variole du singe fin juillet sous la forme d'un communiqué de presse qui va constituer de fait le socle de cette première intervention pour partager avec vous les enjeux qu'on a voulu mettre sur la table. Alors, donc pas très vite finalement par rapport au premier cas français, hein, parce que nous-mêmes on a pris la parole 2 mois après, à peu près. Mais voilà, on a voulu poser sur la table des préoccupations de maintenant et d'après. Et j'y reviendrai parce que l'enjeu de l'après, c'est-à-dire de l'anticipation, comme ça a déjà été dit, c'est un enjeu évidemment essentiel dans la riposte à ce qui est considéré aujourd'hui comme une flambée épidémique. Alors c'est des petites, c'est des petits enjeux sémantiques, mais avant que ça devienne potentiellement une épidémie, une pandémie, etc. Donc il y avait un premier enjeu qui était sur la question de la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire que si on veut répondre de façon efficace et anticipée, on a besoin d'avoir une connaissance très serrée de ce qui se passe en fait. Donc ça a déjà été souligné par certaines des autres intervenantes. Donc là, il y a un enjeu majeur pour nous d'avoir un système de surveillance fonctionnel, à la fois en France et au niveau européen. Et aussi, en termes de données de santé, je sais qu'il y a un gros travail qui est fait à la France Insoumise sur la question des données de santé, que ces données soient partagées le plus largement possible, à la fois en direction des chercheurs, des associations, de tous les acteurs du système de santé, dans une perspective de démocratie sanitaire et d'appropriation par chacun et chacune de la connaissance pour l'action. Deuxième enjeu, c'était la question de l'anticipation et donc de la construction de scénarios et de modèles. Parce que comme ça vous a été dit, si on a envie de pouvoir construire des réponses de moyen terme, on a besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, de fait, ces enjeux de modèles ne sont pas résolus encore en France, hein, clairement. Alors, s'il me permet de faire une remarque un peu structurelle, mais qui a déjà été en partie faite, à force de déshabiller la puissance publique dans toutes ses composantes, l'État, on va dire, et ses démembrements, évidemment, la puissance publique, elle est moins capable de répondre de façon réactive à ce qui se présente à elle. Et en particulier en matière de santé. Alors c'est valable bien sûr pour la question de l'hôpital, mais l'hôpital n'est pas l'alpha et l'oméga de la santé. Je me permets de le dire ici. Je sais qu'il y a un gros engagement sur la question de l'hôpital et c'est important et ça nous concerne tous. Mais même au niveau de l'administration de la santé, si vous voulez, on a une administration qui subit les mêmes politiques que toutes les autres depuis 20 ans, enfin une quinzaine d'années, qui est de non-remplacement de postes, donc de rabougrissement, je dirais, de ses capacités d'agir, parce qu'en gros, il y a plus de gens, en fait. Enfin, je caricature, mais il y a beaucoup moins de gens compétents et surtout en capacité de répondre à ce qui se présente et aux choses inattendues. Et des choses inattendues, comme vous le voyez ces dernières années, il y en a, et comme on le sait bien dans votre organisation et à la NUPES, ça ne va pas s'arrêter, en fait. Le phénomène de zoonose, d'épidémie, de pandémie, etc., est devant nous, si tant est qu'il soit totalement nouveau, ce qui n'est pas non plus le cas, évidemment. Donc il y a évidemment un enjeu de renforcement à tous les niveaux, au niveau central et au niveau déconcentré, dans les régions, etc., dans les agences et au ministère de la Santé, de renforcement des effectifs et des moyens. La troisième question qui a déjà été un peu abordée, c'était la question de la solidarité internationale. Comme vous le savez peut-être, cette flambée épidémique a été considérée, classée, nommée
comme urgence sanitaire de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé en juillet, qui ne relevait pas d'un consensus nécessairement des experts, mais qui a relevé d'une décision du directeur général de l'OMS qui a dit en fait on ne va pas, excusez-moi de la familiarité, tortiller, on va considérer dès maintenant que ce qui se présente à nous porte un risque potentiel au-delà de groupes minoritaires et de quelques pays, puisqu'évidemment on a une diffusion dans beaucoup de pays. Donc nous, ce qu'on a mis sur la table, c'est l'importance que la France affiche une solidarité concrète, matérielle, et aussi bien sûr la mise à disposition universelle de tout ce qui relève de outils, matériels, traitements, vaccins, dépistage, surveillance, etc. Puisque pareil, les leçons du passé, mais en fait les leçons du présent d'autres épidémies, que ce soit le VIH, la tuberculose, le paludisme, Covid, etc., nous apprennent que c'est un élément majeur qui permet, dans les pays à ressources limitées, comme on les appelle, d'avoir des réponses qui fonctionnent. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une remarque sur, Emmanuel disait, il y a des choses qu'on sait faire ou qu'on ne sait pas faire. En fait, la France aurait intérêt à développer dans son système de santé des choses qu'elle ne sait pas faire, mais que des tas de pays dits à ressources limitées ont appris à faire depuis 40 ans, notamment vis-à-vis du VIH en réponse aux épidémies, et notamment s'appuyer sur les ressources dites communautaires au sens large, dans ce qu'elles permettent d'avoir accès en particulier à des groupes minoritaires, stigmatisés, marginalisés, peu importe comment vous les appelez, en tout cas concernés par des questions de santé qui ne sont pas la prétendue population générale. Et là-dessus, en fait, en France, on n'est pas bon. Là où dans beaucoup de pays, les progrès qui ont été faits, par exemple sur le VIH, ont été faits grâce au système dit communautaire, c'est-à-dire extra-hospitalier. Ça veut dire ça, en fait, au-delà d'un groupe spécifique, ça veut dire extra-système public de santé. Et là-dessus, c'est un des enjeux sur lesquels, d'ailleurs, je voudrais insister aujourd'hui, c'est que, précisément, peut-être que les réponses, elles vont s'inventer aussi en dehors, avec, bien sûr, le système public de santé, mais vous savez qu'en France, le système de santé, il n'est pas que public, mais aussi avec tous les acteurs qui peuvent contribuer à ce système. Et donc, ça a déjà été dit par la collègue infectiologue, centrer la réponse sur le système hospitalier est probablement limité. D'où la question des pharmacies, d'où le fait que nous aussi, nous appelions à ce qu'on mobilise tout le plus largement possible tous les acteurs en capacité de vacciner. Et donc, évidemment, ça veut dire les pharmacies, et donc, évidemment, ça veut dire les associations, etc. Et pas que les associations dites communautaires, ça veut dire la Croix-Rouge, Médecins du Monde, le planning familial, que sais-je encore. Et sur la ruralité, parce qu'on est quand même dans un département très rural ici, dans lequel je vis, donc bienvenue dans la Drôme, on voit bien qu'ici, typiquement, je veux dire, la très grande partie de ce département est rurale, on voit bien que ça ne fonctionne pas de reposer intégralement sur soit l'hôpital, soit des grands réseaux. Qu'on a besoin, dans la proximité, de construire des réponses, d'où l'intérêt, par exemple, des pharmacies, puisque des pharmacies, il y en a partout, comme vous le savez. Dernier point, puisque j'ai déjà été un peu long, c'est l'enjeu de la communication et de l'information. Ce sur quoi on a voulu insister, nous, c'était sur l'importance d'une communication et d'une information transparente, claire, honnête de la part des pouvoirs publics. Alors, fort des expériences des dernières années, fort de 2 ans et demi de Covid où les choses n'ont quand même pas été toujours à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre, et a fortiori en direction de groupes de population qui peuvent avoir, pour le dire de façon euphémistique, un rapport contrarié au système de santé. C'est-à-dire des groupes minoritaires chez qui le rapport aux soins et à la santé peut être difficile, compliqué, pour des tas de raisons dans le détail desquelles je ne rentrerai pas. Il est essentiel que la communication publique elle soit claire, transparente, que les choses soient dites, y compris que les difficultés soient énoncées. C'est-à-dire que les retours, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans les organisations communautaires, etc., c'est que finalement, les gens, au sens large, je ne veux pas trop généraliser, mais préfèrent qu'on leur dise en fait, on est en difficulté, voilà ce qui se passe, et on va avoir du mal à répondre, plutôt qu'on leur dise tout va bien, on va gérer, et qu'après, ils ne voient pas
cette gestion. Donc ça, c'est un enjeu qui nous a semblé aussi important. On espère que ça va progresser de ce point de vue-là. Voilà, je m'arrête et merci de votre attention. Merci François. Je vais donner la parole à ma collègue députée Nathalie Ozial. Merci Andy, merci de m'avoir proposé de participer à cette table ronde aux côtés d'intervenants vraiment intéressants et experts du coup de ce domaine dont on entend peu parler en fait, trop peu en tout cas pour l'importance sociale, sanitaire qu'il représente. Je suis ici en tant que députée, mais aussi en tant que co-chef de file sur l'opération Allo Ségur, dont vous avez peut-être entendu parler. Je suis chef de file avec un autre député du coup de notre groupe, Damien Maudet, qui interviendra sur d'autres conférences lors de ces universités d'été. Et donc cette opération, elle s'est lancée après ces épisodes qui ont rendu criants les manques en besoins humains, financiers, matériels, logistiques dans les hôpitaux. Ces besoins ont été rendus criants par la crise de la pandémie du Covid, elle aussi liée à une zoonose. Donc on en est maintenant au deuxième épisode lié à une zoonose qui finalement rend critique l'état de l'hôpital, des soins, de la vaccination et du questionnement en fait de l'organisation sanitaire. On en est au deuxième épisode. Et finalement, donc cela a été dit, il est relativement passé sous silence, alors que les mêmes questionnements sont remis sur la table. L'opération Allo Ségur, elle vise en fait à lister les besoins qui sont devenus absolument nécessaires pour la bonne gestion des patients dans les milieux hospitaliers, dans les différents établissements de soins. Ces besoins sont de diverses natures et donc effectivement nous députés sommes en train de sillonner nos départements, nos circonscriptions et de rendre visite aux différents établissements de soins pour laisser des cahiers de doléances aux syndicats, au personnel soignant, mais aussi aux patients de ces différents établissements de soins. Et donc cela nous permettra, puisque dès octobre, nous allons être amenés à discuter le PLFSS, donc le plan qui budgétise en fait tout ce qui est lié à la sécurité sociale. Et cela s'annonce encore houleux, puisque nous ne sommes d'accord sur à peu près rien sur la manière de gérer les choses, puisque malgré ces épisodes de pandémie, malgré le fait que la question de la zoonose revient sur le devant de la scène, le gouvernement ne semble pas vouloir changer de façon de faire. Et cela est dommageable, parce que lorsqu'on arrive sur les domaines de santé, c'est des vies qui sont en jeu, tout simplement. Je me souviens d'une phrase d'une soignante au CHU de Montpellier qui me disait... alors qu'ils étaient en plein épisode de grève, et c'est un des hôpitaux qui a tenu le plus longtemps sans faire grève, dont les urgences ont tenu le plus longtemps, et finalement eux aussi sont rattrapés par le manque de toutes sortes de choses en fait, que ce soit du matériel mais aussi de l'espace. Il manque d'espace à Montpellier. Cette soignante, cette représentante syndicale, elle me disait cet été il va y avoir des morts et ce ne sera pas à cause d'un virus. Donc déjà qu'il y a eu un trop grand nombre de décès du fait peut-être d'une mauvaise planification aussi, sans vouloir remettre facilement la faute sur ceux qui ont géré cette crise. Et ben en fait, tellement rien n'a été fait que maintenant ça s'étend à tout. On ne peut pas en fait voir la gestion d'une planification vaccinale déconnectée du reste du système hospitalier et du système de soins plus largement. Alors nous, à Montpellier, on a eu de la chance, puisque François Braun s'est rendu à l'hôpital. Il a été visiter le CEGID, le centre de vaccination de la variole du singe. La question du coup, c'est qu'est-ce que ça cache ? Eh bien écoutez, le CEGID, c'est un des seuls centres de soins qui est sorti du CHU, qui se trouve au Polygone, qui est au passage le centre commercial de Montpellier. Et cela lui a permis en fait de faire un fabuleux tweet disant que voilà, il a pris en main ce problème, sans aller rendre visite en fait au reste du CHU.
Voilà, il a tout simplement contourné l'ensemble du CHU. Alors que dans le cadre de l'opération Ségur, en une simple visite à un seul secteur, hein, les urgences adultes et les urgences pédiatriques, on se rend compte de toutes sortes de choses. Hein. Manque d'espace de travail, manque d'espace pour accueillir les patientes et les patients, et notamment les plus petits, puisque en urgence pédiatrique, on parle vraiment des tout petits. Tout ça, c'est des choses que peut-être ça aurait été intéressant pour lui d'écouter et d'entendre. Surtout qu'il ne peut pas ignorer l'opération que nous avons lancée, l'opération Allo Ségur. Ça aurait pu être une bonne chose. Il a aussi évité le CHU de Sète, qui lui, par contre, a fermé très tôt les portes de ses urgences. Il a réussi à éviter ce CHU-là. Il s'est rendu dans d'autres hôpitaux. Mais il a en fait, plus particulièrement à Montpellier, évité le secteur public. Puisqu'il s'est rendu, donc après avoir visité le Cégide et évité le CHU, il s'est rendu dans une clinique privée pour écouter et pour faire la promotion en fait d'un groupe, un groupe de santé dont je n'ai pas envie moi de faire la promotion, mais qui rassemble plusieurs établissements de soins privés. Alors, ce n'est pas pour taper sur le privé, parce qu'il y a là aussi des soignantes et des soignants qui font un boulot fabuleux et qui sont là aussi pour soigner les gens et les aider à rentrer chez eux. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelle est la place qu'on est en train de donner au privé par rapport au public, en fait. Puisque de toute façon, on l'a dit à maintes et maintes reprises, mais lorsque le privé ne peut pas ou n'a pas envie de prendre en charge certains soins, ça revient inévitablement dans le public. Et donc, éviter le public pour aller aider à faire la propagande de soignants du privé ou du système privé plus largement, c'est prolonger en fait la politique en matière de soins qui a déjà eu lieu. Donc, on a peut-être changé de ministre. Il n'a pas l'air méchant, François Braun, hein. Mais enfin... c'est toujours la même chose, c'est des effets de communication, c'est des effets d'annonce qui cachent en fait toute la partie qui est de moins en moins immergée finalement de l'iceberg. Et nous, on est là pour rendre visible ce côté-là, mais qui est en fait de toute façon, même sans nous, il est devenu ultra criant, quoi. Donc voilà à quoi sert l'opération Ségur. Et du coup, bon, c'est vrai que cette visite dans l'Hérault du ministre est franchement ironique, quoi. Et ça m'a un peu mis en colère, pas que moi. Hein. Je pense à tous ces soignants qui ont fait grève, qui ont demandé à voir l'ARS, comme plein d'autres soignants dans plein d'autres départements, hein, qui ont été mal reçus, à qui on a dit « mais de quoi vous plaignez-vous, tout va bien ?» Ben enfin, je travaille là et je vous dis que ça ne va pas. Et tous ces soignants-là, ils ont fait grève alors qu'ils ont tenu le coup le plus possible. Et maintenant, non seulement on en est à une pénurie de moyens, mais on en est à une pénurie de soignants, d'autant plus que ces soignants quittent de plus en plus leur métier parce qu'ils sont en souffrance eux-mêmes et qu'ils ne voient plus comment tenir à bout de bras ce système-là. Donc voilà, c'est le coup de gueule du jour. Et donc... Maintenant, bon, nous, on a réfléchi un peu à la question, d'abord pendant la campagne présidentielle, mais maintenant à travers le programme de la NUPES, et on pense qu'il y a des choses à faire quand même dans l'urgence, même en situation de pénurie de soignants. D'abord, ces soignants qui sont partis, tôt ou tard, on pense que ce gouvernement, il ne pourra pas faire la sourde oreille longtemps. Et il devra se mettre à table avec tous ces personnels qui sont partis et leur dire pour quelles conditions vous revenez nous aider et recevoir les patients. Pour quelles conditions? Et les conditions, on les connaît. Hein. Revalorisation salariale, meilleures conditions de travail. Et meilleures conditions de travail, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir le lâcher, l'argent. Il va falloir le lâcher, que ce soit pour commander des vaccins, pour commander des médicaments, ou pour agrandir les hôpitaux. Parce que donc, tout irait bien à Montpellier, puisque le manque d'espace a été pris en compte et des travaux ont été lancés. Fin des travaux prévus 2031. Qu'est-ce qui se passe pendant 10 ans? On passe de crise en crise et ces personnels-là font tout ce qu'ils peuvent pour que ça ne s'effondre pas totalement, mais on est quand même dans une situation au paroxysme de la crise, là. On a remarqué à travers, cela a été dit, qu'on a perdu en souveraineté, on n'a plus de regard en continu sur le flux des vaccins, où on en est de nos stocks de vaccins, où on en est de nos stocks de médicaments, puisqu'on a tout délégué petit à petit et qu'on a perdu même la capacité à produire nos propres masques, nos propres médicaments et nos propres vaccins. Et pourtant, on a une grande entreprise du médicament qui s'appelle Sanofi et qui a été arrosée notamment par le CICE, le CIR, le Crédit Impôt Recherche. Et qu'est-ce qui a été fait de cet argent? On n'en sait rien. Il y a un manque de transparence, il y a une opacité qui est non négligeable.
Et donc on a perdu ce regard et cette indépendance sur notre propre production de vaccins, de masques, de matériel de manière générale. Et on a donc perdu aussi le devoir de vigilance qu'on a sur la façon de soigner nos populations. Alors nous, on propose dans notre programme, par exemple, l'adoption d'un plan de prévention et d'adaptation aux pandémies. Mais, et là je viens abonder le propos d'Andy, cela ne peut se faire sans intégrer le respect absolu des libertés fondamentales. La prise en compte de la société du roulement que Jean-Luc Mélenchon avait porté à longueur de temps dans la campagne présidentielle, de la souveraineté et d'un accès pour toutes et tous à la vaccination. Notamment dans la Drôme, du coup. Non, pas que dans la Drôme. Ensuite, oui, bon, ça c'est encore un autre sujet dont on pourra discuter, par exemple, lors des questions-réponses. Ensuite, il va s'agir d'abroger, et peut-être que là vous allez être d'accord, monsieur, les lois sur l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire. C'est ce qu'on porte à longueur de temps. Il s'agirait de le remplacer par un dispositif qui serait enfin discuté, non pas dans les secrets des arcanes d'un conseil de sécurité, mais à l'Assemblée nationale, puisque nous avons été élus pour rendre transparent ces prises de décision, par exemple. Il s'agirait de lever les brevets sur les médicaments, les équipements, les vaccins, et de rendre obligatoire le partage des connaissances et des compétences et des technologies pour pouvoir produire massivement des biens médicaux de première nécessité. Nous sommes la France, nous pouvons faire ça, nous devons faire ça. Et puis, c'est peut-être l'occasion de rappeler que nous proposons la création d'un pôle public du médicament qui permettrait de relocaliser la production de médicaments et de vaccins, d'approvisionner les réserves stratégiques sur lesquelles nous avons un peu perdu le regard aussi, il faut le dire, et d'assurer le contrôle des prix également sur les produits de santé. Et en plus d'être beaucoup plus transparent sur le coût d'un médicament. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a portées et qu'on continue de porter et qui vont se discuter très probablement à l'Assemblée nationale dès le mois d'octobre. Et un dernier mot pour dire quand même que je trouve ça vraiment important et très bien que Andy Cabrat ait pu poser cette question au gouvernement dans les premières semaines en fait, de cette législature sur le vaccin de la variole du singe, parce que ça permet de remettre constamment sur le devant de la scène ces questionnements sur les gestions sanitaires, sociales, politiques. Je vous remercie et je ne prends pas plus la parole. Merci beaucoup Nathalie. Juste avant de passer aux questions, je vais quand même essayer de conclure cette première phase. Le manque de moyens donnés dans notre grand service public de la santé, pas que l'hôpital comme on l'a dit, le service public de la santé, il a un impact sur le soin et le traitement des épidémies, des IST, du VIH. En effet, je vais prendre un exemple, celui de ma circonscription. Le CEGID de Nantes, qui est en charge de la vaccination, c'est une personne qui fait le vaccin, une seule, qui passe donc en réalité depuis quelque temps sa journée à vacciner, parce qu'il a quand même beaucoup de demandes. Il n'y a pas eu d'expérimentation de la pharmacie, d'une pharmacie d'ailleurs dans une ville comme Nantes. C'est des choix qui ont été faits par rapport aux zones de destination touristique. Cependant, en réalité, en 3 semaines, les cas ont quintuplé sur le département Loire-Atlantique. Et qui plus est, Nantes étant le centre métropolitain, avec cette logique toujours que nous combattons, de la métropolisation, qui fait que des personnes qui sont en Mayenne, dans le sud Vendée, en Sarthe, alors en Sarthe, ils ont pu aller au Mans où il y a un service qui a ouvert de 18h à 20h tous les mardis soirs. Pour les Sartois qui ne sont présents ou pas présents, vous savez que ce service existe. Mais le déplacement se fait directement vers la plus grosse métropole. La stratégie de santé, on en parlait sur le cas de la Drôme, c'est toujours centralisé sur une métropole, sur l'hôpital public. Ce sont des questions qui impactent parce qu'en réalité, on ne peut pas, et oui, on ne peut pas jouer la santé des personnes LGBT des villes contre celle des campagnes. Ça n'existe pas. Il y a porosité, il ne faut pas se mentir.
ce traitement qu'on voit de la monkeypox, parce qu'en effet, je récuse souvent, moi aussi, comme Sandrine Rousseau, variole du singe, et je ne m'appelle pas Aurélien Pradier, donc je ne vais pas dire que c'est une honte pour les singes, remarque d'ailleurs homophobe dont il ne s'est pas rendu compte lui-même, ce qui questionne automatiquement sur cette homophobie systémique qui est encore très très présente, et qu'on voit en réalité grâce à l'exemple de la variole du singe, de la monkeypox, car ceux qui se cachent derrière, sur ce temps de lancement, de traitement, de visibilité, on a parlé de cette nécessité de transparence. C'est cette vieille homophobie française qui existe, qui est toujours présente, et qui fait que dès que ça touche les personnes LGBT, on cache. Dès que ça touche les travailleurs du sexe, on cache. On ne veut pas voir. N'oublions pas, et j'en profite juste, et nous allons pouvoir passer aux questions, qu'en ce moment se joue une grande question mémorielle, la question des lois Pétain de 42, amplifiée sous De Gaulle d'ailleurs, sur la criminalisation, en réalité, la pénalisation de l'homosexualité en France. Un texte très complexe sur les relations entre hommes du même sexe, avec une limite d'âge, enfin, une vieille histoire. Mais des gens ont été condamnés pour ça. Et en ce moment, je pense qu'avec l'épisode Cailleux, Béchu, Darmanin, qu'avec la monkeypox, il est très important pour la communauté LGBT, pour les Français aussi, d'un point de vue juste historique, de se réapproprier son histoire, comme on peut le faire sur les questions décoloniales, de réparer notre histoire en reconnaissant que la France a eu un État homophobe, comme ça a été le cas en Allemagne, qui avait un dispositif similaire, et qu'il va falloir travailler à la pensée de la réparation. La réparation prend plein de formes. Ça peut être à la fois les archives pour reconnaître officiellement l'histoire, ça peut être aussi des dédommagements financiers, comme ça existe en Allemagne par exemple. Mais il faut réinterroger nos histoires. Et c'est ça, un des grands combats qu'on a porté avec la France Insoumise sur la question décoloniale, et qu'il faut que nous, on continue à porter sur les questions des LGBT. Je vais m'arrêter là. Et je vous propose de faire un tour de parole. Alors, des questions. Est-ce qu'on va faire tourner un micro peut-être? Ouais. Si. Pas besoin de micro parce que ça marche ce truc. Ouais, alors moi je suis bien content d'être là, j'ai appris plein de choses, mais je me pose une question, est-ce qu'il y a autre chose que la vaccination pour se protéger de cette maladie? Surtout que dans le mot vaccination, il y a le mot vache. Alors moi j'ai des doutes parce que je peux vous dire que oui, dans le mot vaccination, c'est le mot vache, génère, et c'était la variole de la vache. D'accord. Est-ce que vous savez comment la variole officielle, enfin la variole, est-ce que vous savez comment elle a été éradiquée? Non, par endiguement des malades, madame. Vous allez sur... Si, madame. Endiguement des malades. J'ai pas eu le temps de prendre mon petit... Pardon? Non, je donne le micro parce que je n'entends rien, moi. Je réponds juste directement à ça, mais non, c'est quand même assez bien documenté, l'éradication. Écoutez, on ne va pas se battre sur vrai et faux, mais si l'endiguement des malades suffisait, on l'aurait éradiqué avant la vaccination. Donc là, il y a bien eu un pas fait avec la vaccination. Endiguement, en anglais, ça veut dire isolement, mais pas que. Sur le site de l'OMS, je pense qu'il parle aussi de la vaccination. Alors, je pense que oui, ça c'était peut-être une question technique. Après, la vaccination pour toute maladie infectieuse, c'est un des outils de prévention et d'éradication des maladies. Il ne faut pas être dogmatique là-dessus. Et je pense qu'en effet, c'est peut-être pas la seule solution, qu'il faut aussi faire de l'isolement et qu'on le fait, et d'autres méthodes de prévention. Mais la vaccination reste un outil majeur. Vous savez, Pasteur, son dog pour la rage, le petit Meister. Oui. Il y a 12 personnes qui ont été vaccinées dans son bled en Alsace où j'ai vécu, d'ailleurs j'adore l'Alsace. Il y a 12 personnes qui ont été mordues par le même chien. Une seule personne a été vaccinée, elle n'est pas morte, tant mieux pour elle, mais les 11 autres ne sont pas morts non plus. C'est étonnant parce que la rage, c'est 100% de mortalité, donc c'est très étonnant. Mais voilà, donc je vais laisser la suite du débat. Face à la monkeypox, face à la variole du singe, il n'y a pas d'autre solution pour protéger les gens, pour ne pas qu'ils souffrent, que la vaccination. Parce que les 3 semaines d'isolement, ça n'a pas réduit. S'il suffisait d'enfermer des gens pendant 3 semaines pour que la maladie disparaisse, mais les cas graves et les autres types de contamination,
le vaccin, qui est un vaccin ancien qu'on a toujours eu, qui n'est pas nouveau, particulièrement qui ne pose pas les questions de l'ARN par exemple, qui est un vaccin variolique, qui a permis, et il faut le dire, d'endiguer réellement et de supprimer les épisodes de variole. Les Russes, quand il y a eu l'épisode dans les années 60 du retour d'un chercheur russe qui était en Inde, qui est retourné à Moscou, qui a créé un foyer pandémique de variole, c'est par la vaccination générale de Moscou et l'endiguement des malades qui sont morts, hein, n'oublions pas, ces gens sont morts de la variole. Là, ils sont morts de la variole, ces gens, hein, faut pas oublier. C'est par la vaccination. Et donc là, la question sur la vaccination, elle est essentielle. Et si tu veux te protéger de la variole du singe, la vaccination est notre meilleure arme. Mais bien sûr que si. Bon, là, je suis désolé. On va passer à une autre question, je suis désolé. Non, j'ai quelques éléments de réponse aussi pour rappeler que c'est un vaccin de 3e génération, donc c'est un vaccin qui est avec un virus atténué et non réplicatif, contrairement au vaccin de 1re et 2e génération, qui permet de vacciner bien plus largement que ce qu'on a pu vacciner avant 1980 en France et qui a beaucoup moins d'effets secondaires. Juste pour rappeler, il y a aussi en effet des questions de réduction des risques qui existent, hein, et d'ailleurs au niveau de aide et des autres associations qu'on essaye de faire passer. L'endiguement des malades, moi ça me rappelle quand même une mauvaise époque des années 80-90 où Jean-Marie Le Pen proposait de créer des sidatoriums pour canaliser les sidaïques. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être vigilant quand on parle de l'isolement des malades, parce que c'est aussi mettre les publics les plus exposés loin de la réalité. Et donc, de façon générale, on isole les personnes pendant 21 jours actuellement qui sont affectées par monkeypox. Aujourd'hui, il existe aussi un traitement qui s'appelle le Tecovirimat, qui est très peu dispensé en France. D'ailleurs, nos collègues outre-Atlantique se battent pour le rendre un peu plus disponible. En France, on a un peu plus d'une vingtaine de patientes qui ont pu bénéficier du Tecovirimat, qui permet d'atténuer les effets secondaires, les effets indésirables de la variole. Donc, de toute façon, une stratégie de prévention et de réduction des risques, elle ne peut jamais reposer que sur un outil. La vaccination est un des outils. Ce serait dommage de s'en priver puisqu'on voit que nos collègues qui sont dans les pays notamment d'Afrique auraient bien aimé avoir ce vaccin de 3e génération depuis qu'il existe. Ils ne l'ont jamais eu. Alors que nous, en France, on était contents de parler d'éradication de la variole. Donc, il faut voir les stratégies de santé publique de façon globale. Il faut multiplier les stratégies de prévention. Il faut aussi investir dans la recherche, puisque malheureusement, on est face à un virus, monkeypox, qui est sur l'humain depuis 1970. On connaît très peu de choses. Il y a encore de la recherche à faire. Et il est nécessaire d'investir aussi dans la recherche. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour tous vos regards croisés qui sont super complémentaires. J'ai une question qui est plutôt sur peut-être les acteurs associatifs, sur les conséquences psychologiques de cette nouvelle épidémie. Alors que ce soit pour les patients, on a parlé de l'isolement, mais aussi pour la communauté LGBT. Moi, je vois autour de moi monter même des injonctions à l'abstinence, hein, parce que les moyens de protection, vu qu'il y a la question des sécrétions, sont insuffisants pour se protéger entièrement. Donc il y a même des injonctions à l'abstinence qui commencent à remonter. On sait très bien que ce n'est pas un moyen efficace pour endiguer une épidémie, hein, mais voilà, et donc j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Et puis, une qui est peut-être plutôt pour les scientifiques, sur les freins à la vaccination. On a parlé de l'accès au vaccin, clairement les stocks qui sont insuffisants, le manque de liens avec les réseaux communautaires, et puis les campagnes de sensibilisation. Moi, je trouve que j'en ai pas vu. Donc c'est peut-être parce que je regarde pas trop la télé, biais de militant, mais et puis il y a aussi la question du scepticisme envers la vaccination. Et j'ai une question du coup plus précise là-dessus. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières du scepticisme envers la vaccination dans la communauté LGBT ? Est-ce qu'il y a moins de scepticisme, plus de scepticisme, ou que c'est à peu près pareil ? On est quand même un pays qui est très touché par cette question. Donc voilà. Merci. Tu as parlé des conséquences psychologiques sur les personnes. Je pense que pour ce qu'on va appeler les HSH et autres populations minorisées sur le plan sexuel, ça nous renvoie forcément à un passé traumatique qui est celui du VIH. Hein.
Moi, je vais peut-être parler de mon expérience personnelle. Je suis séropositif et là, j'ai eu la variole du singe. En fait, c'est con, hein, mais quand j'ai reçu un message de la personne de qui j'étais contact, ça m'a refait aussi vivre des choses par rapport auxquelles je croyais pourtant avoir acquis une certaine sérénité, une certaine force. Bah, pas forcément. Sur le plan psychologique, tu peux voir la violence qu'on a en face de personnes eugénistes, clairement, qui ont une totale déconsidération pour tout ce qu'on a pu bâtir sur plusieurs décennies et c'est pour quoi on se bat. Encore une fois, le VIH, 40 millions de morts, on n'a pas de vaccin, il n'y a pas d'horizon thérapeutique en fait. Je vais laisser les autres répondre, ouais, elle est très juste ta question sur le plan psychologique en fait. Ça... Moi, je rajouterais en plus que sur le plan psychologique, je pense, enfin, je n'ai pas eu la maladie, mais j'imagine que dans un contexte de maladie émergente, justement, ce qu'on disait, il faut qu'il y ait de la recherche, il faut améliorer les connaissances. Et donc, tu es dans une situation où tu chopes une maladie où tu ne sais pas en plus les conséquences à long terme, où tu es dans plein d'inconnus, quoi. Donc, j'imagine que l'anxiété doit être. Je pense que ça rajoute à tout ça. Moi, juste la réponse sur la vaccination, je pense que moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a moins de scepticisme dans la communauté LGBT, et notamment, je vois que dans les Cégid, on suit quand même beaucoup de personnes parce qu'elles sont sous PrEP, par exemple, et que du coup, elles sont ultra dépistées, elles sont ultra encadrées au niveau soins, quoi. Et donc, elles sont justement plutôt hyper en demande de mesures de prévention. Et moi, j'avais plutôt cette impression qu'on est dans l'inverse, là, qu'on est plutôt face à une communauté qui demande des mesures de prévention, qui demande de l'information, qui a accès à des médecins, parce qu'elle est souvent assez suivie sur ce plan-là, et puis à qui on donne pas de réponse, justement, à qui on dit bah non, on n'a pas assez de doses, ou revenez plus tard, ou etc. Enfin, moi, j'ai vu plein de gens, plein de mes patients ou de gens dans l'entourage qui allaient voir pour se faire vacciner, et à qui on disait bah non, vous n'êtes pas dans la bonne case, vous n'êtes pas contact, etc. Et qui, au contraire, étaient demandeurs de ça. Donc, j'ai plutôt cette impression-là. Le combat pour la vaccination chez les publics LGBT, c'est un combat de tous les jours, hein, puisque le vaccin Gardasil 9, qui permet une protection contre le HPV, est limité jusqu'à 26 ans. Donc c'est un gros combat des associations aussi pour permettre cette vaccination au-delà de 26 ans, qui, rappelons-le, chez les communautés LGBT, c'est aussi une des premières causes de cancer. Donc le combat sur l'accès à la vaccination est important. L'hépatite A, le vaccin hépatite A, le vaccin hépatite B, qui n'étaient pas systématiquement faits, mis à part quand on était professionnel de santé, c'est aussi un combat associatif qui est mené. Après, en effet, on revoit des discours sur l'abstinence. Si l'abstinence fonctionnait, on le saurait déjà depuis un petit bout de temps, mais on revoit ces discours des années 80-90 où prenez l'abstinence serait la solution miracle. Bon, on le sait bien que non. Hein. D'ailleurs, on a même vu sur la Covid-19 que prenez l'isolement et le confinement pendant des semaines, ça ne fonctionne pas non plus pour endiguer, enrayer une épidémie. Comme je te disais, c'est une multitude d'outils de prévention et de réduction des risques qui nous permettront d'endiguer, enrayer l'épidémie, peut-être d'arriver à bout de cette épidémie, ou bien, comme le VIH depuis 40 ans, il va falloir apprendre à vivre avec, tout comme il faut apprendre à vivre avec la Covid, et avec toutes les futures maladies infectieuses émergentes qui arrivent. Je peux ajouter un mot sur la question de... Bon, moi, je n'ai pas de données sur l'hésitation vaccinale éventuelle chez les gays, etc., mais effectivement, on peut présumer que ce groupe de population étant concerné par des questions de santé de façon très précise depuis plusieurs décennies, il y a un niveau de culture et d'adhésion peut-être plus important. Après, je voudrais, au risque de passer pour ce que je ne suis pas, et en tant que gay, je voudrais quand même qu'on s'interroge nous-mêmes sur la question de l'abstinence, non pas pour en faire une politique et surtout pas pour en faire une injonction, parce que l'injonction, ça ne fonctionne pas. Vous ne me verrez pas partisan de l'injonction sur quoi que ce soit. Mais quand même, disons-nous, je suis désolé je suis désolé. Que ne disons pas non plus que des modifications de comportement choisies par nous-mêmes n'auraient aucune incidence, quoi. C'est-à-dire que, oui, arrêtez d'aller en backroom, de fait, ça va probablement moins vous exposer. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on peut faire. Donc évidemment, il ne s'agit pas de dire l'abstinence devient une ligne de conduite, parce que comme l'ont dit Emmanuel et François, sur le long terme, sur le VIH, évidemment qu'en termes de politique de santé publique, ça ne fonctionne pas, surtout comme ça a été fait. Mais au niveau individuel, ne laissons pas non plus dire que ce n'est pas un choix qui peut être légitime. En fait, ça peut être un choix aussi pour les gens, quoi. Et après tout, oui, réduire son nombre de partenaires dans l'année, encore une fois, c'est pas forcément... je suis pas en train de prôner un truc, hein, mais ouais, de fait, ça vous expose moins. Si vous avez 5 contacts plutôt que 45, de fait, je suis désolé de dire que statistiquement, ça va vous exposer moins.
Donc voilà, c'était juste une nuance, hein, y compris d'un point de vue de première personne, quoi, de personnes concernées. Voilà. Je vais juste me permettre un petit complément de réponse avant de passer à la prochaine question. Mais ce qu'a dit François est hyper intéressant, et bien sûr que les stratégies de réduction des risques sont individuelles et qu'on doit tous se poser des questions. Il faut mettre aussi les choses dans son contexte, hein. Quand on parle des HSH, en fait, on est soit déjà séropositif, soit on prend pour beaucoup la PrEP. Enfin, en termes de biopolitique, on est déjà dans un contrôle des corps incroyable, une emprise de l'État et des politiques de santé publique énormes sur nos populations, en fait. Donc c'est toujours extrêmement délicat de parler de ça. Après, effectivement, il faut en parler pour que les personnes puissent mettre au point leur propre stratégie de réduction des risques. Oui, alors moi change un peu je reviens sur l'autre partie du sujet. Vous avez évoqué à un moment donné la remise au centre de la production de médicaments, de masques. C'est des sujets qui ont été abordés pendant l'épidémie de Covid. C'est des sujets qui me semblent notamment importants du fait qu'on a vu les failles pendant l'épidémie de Covid. Mais notamment, ça a été aussi réabordé, c'est qu'on a des grandes entreprises qui sont capables. On a Biomérieux, on a Sanofi, qui ont bénéficié d'aides d'État. Les recherches cliniques se basent aussi et principalement sur les avancées des recherches publiques. Qu'en est-il de ce débat? Est-ce que ça a été remis sur la table? Quand est-ce qu'on réorganise un peu tout ça? Parce que c'est pas normal que des entreprises privées bénéficient du public sans en payer. Et je reviendrai même pas sur la question de la littérature scientifique qui est abjecte dans son ensemble. Mais voilà, vous avez remis ce sujet sur la table à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport à ça? Ces éléments déjà politiques qui ont été portés très fortement par la France Insoumise, que ce soit pendant la crise Covid, avec notre plan de gestion de la crise Covid, mais aussi pendant la campagne présidentielle, dans lequel on a intégré en fait les éléments qu'on avait travaillé sur le Covid. Comme vous le savez, nous n'avons pas gagné l'élection présidentielle, nous n'avons pas gagné l'élection législative. Et nous sommes dans des situations avec un groupe de majorité minoritaire ayant trouvé un appui sur sa droite, qui a une certaine appétence à arroser en effet le secteur privé via des CICE, des CIR et ainsi de suite. Et nous, comme vous avez peut-être vu sur la première partie au mois de juillet, quand nous avons discuté des financements publics lors de la loi de finances rectificative, on a beaucoup parlé de la conditionnalité. On veut bien aider, pourquoi pas? Ça peut être pratique un CICE, de donner un crédit d'impôt à une entreprise. Mais si il y a des conditions sociales, écologiques, sanitaires, transparentes, et ainsi de suite. Bizarrement, la majorité minoritaire a une certaine phobie en ce qui concerne de faire des conditionnalités quand il s'agit des entreprises et des riches, mais quand il s'agit de donner des RSA, alors là, il n'y a pas de problème. C'était assez évident que j'allais dire ça, en effet. Ça, c'est un combat culturel que nous avons porté, et on a en fait le moment politique où nous allons pouvoir ramener, parce que c'est ça que nous pouvons faire, ramener nos thèmes dans la société, dans le débat parlementaire, d'imposer, de réussir même des petites victoires parfois surprenantes, de trouver des majorités contre la majorité minoritaire. C'est des choses qu'on travaille. C'est pas encore, je vous rassure, vous inquiétez pas, nous arriverons au pouvoir et là on pourra faire ces grandes avancées. Mais ces questions-là, sur le plan de financement de la sécurité sociale, nous allons les redéployer. Le travail qui est fait par Damien et par Nathalie sur Allo Ségur et par tous les députés qui y participent, j'y participe par rapport au CHU de Nantes et au CHU d'Angers par exemple, nous allons aussi ramener, parce que de ces états des lieux, ces états généraux des hôpitaux que nous sommes en train d'organiser en quelque sorte, nous retrouvons ces thématiques-là que nous allons pouvoir reporter. Si Nathalie, tu veux dire un mot peut-être? Non. Bon. Moi, juste un mot d'information, mais sur le vaccin, là, en l'occurrence de la variole, la firme qui le produit, c'est une firme qui est basée au Danemark et qui, depuis le début, refuse de délocaliser, refuse d'élargir son unité de production. Elle veut rester absolument au Danemark. Elle refuse voilà. Récemment, je crois que ça y est, elle a accepté d'avoir un deuxième centre de production pour élargir la production. Mais on est aussi dépendant, malheureusement, du capitalisme international et des boîtes pharmaceutiques qui ne donnent pas l'accès. Et c'est la question des brevets, qu'on a déjà discuté. Mais...
juste pour reprendre directement, il existe 2 stratégies de production de médicaments à travers le monde. L'exemple danois en est un. Le Danemark refuse de délocaliser sa chaîne de production de vaccins. Alors ensuite, on peut, nous le regrettons d'un point de vue politique, vu que nous sommes dans une société capitaliste, c'est un vaccin qui n'est pas libre de droit. Donc, et c'est ça que nous souhaiterions, parce que c'est comme ça que, à la question essentielle de l'éradication, parce que nous avons éradiqué la variole, c'est comme ça qu'on le dit très souvent. On pourrait avoir des stratégies beaucoup plus ambitieuses de politique de santé. Je pense au VIH. Moi, je m'étais engagé lors des campagnes municipales sur Nantes à faire, le terme est bizarre, mais c'était en plus transpartisan avec En Marche, comme quoi il y a des surprises, mais de penser la ville zéro VIH. Alors c'était un peu, ensuite je m'étais engueulé avec le type en disant oui mais les personnes qui ont le VIH, c'est quand même violent de dire zéro VIH. Mais l'idée politique derrière, c'est comme zéro Covid en fait. On pourrait avoir des stratégies de la France décide de mettre son appareil de production de médicaments, s'il réussit à en avoir un jour, dans la lutte contre ces grandes pandémies, contre ces grandes zoonoses. Et on porterait d'ailleurs, en tant que bon républicain, cet universalisme important par rapport au reste de la planète. C'est des combats que nous portons. Mais parfois, on a l'impression de prêcher dans le désert, mais petit à petit, on avance, je vous rassure. Bonjour et merci déjà, parce que franchement c'était cool, on a appris plein de trucs. Moi du coup je suis animateur du GLGBT sur Marseille, Queens of Marseille. Et nous du coup on fait beaucoup de campagnes plutôt rigolotes en fait, avec des arguments de choc pour essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est l'homophobie et pour essayer de lutter pour tout ça. Et moi, du coup, j'avais juste une question, donc rien à voir sur la variole du singe, mais plutôt sur le VIH. Moi, par exemple, je prends la PrEP, et il y a trop peu de personnes en fait qui connaissent la PrEP, et je voulais savoir comment faire pour en parler au plus grand nombre, et surtout dire que c'est pas que pour les homos la PrEP, ça peut être aussi pour des hétéros. Voilà. Et aussi, je voulais juste en revenir, juste aussi sur ce truc de variole du singe. Pour moi, en fait, ça a fait quand même ressortir beaucoup d'homophobie. Enfin, moi, quand je regarde comment on en parle dans les médias, tout ça, pour moi, ça me fait penser comme à la fin des années 70 avec le VIH, en fait. Il y a que les homosexuels qui sont touchés par ce truc-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous demanderai à vous d'essayer de faire évoluer la chose pour pas qu'encore une fois, ce soit nous qui ramassons les pots cassés. J'interviens juste sur la dernière partie. Je laisse. Cette situation de traitement de la monkeypox par le gouvernement, par les médias, par les politiques, elle résulte littéralement de ce que j'ai dit tout à l'heure, la LGBT-phobie systémique, qui fait qu'une CAIE ne comprend pas la problématique de dire ces gens-là, qui fait que un Pradier se dit que faire une blague en parlant d'un sujet grave sur la variole du singe, c'est faisable, et avec une incapacité de se remettre en question. Et il faut se dire que les appareils d'État, politiques, ont été sur cette question-là comme vitrifiés, sur place, parce qu'ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas comment aborder le sujet, parce qu'ils ont peur, parce que certains sont littéralement homophobes, et que oui, l'apparition d'une maladie émergente comme la monkeypox, ce qui touche principalement des HSH, discrimine automatiquement. Mais moi, je pense que c'est une erreur qui a été faite aussi pendant un moment par tous les camps politiques, de penser que si on n'en parle pas, il n'y aura pas de discrimination. Et c'est ce que je disais au départ, cette invisibilisation qu'il y a eu pendant un moment, et heureusement que nous, dans la NUPES, principalement chez ELV et la France Insoumise, on s'est emparé du sujet, cette invisibilisation a engendré ce qu'on peut nommer maintenant cette discrimination réelle qui fait que, et il y a eu un article Libé très intéressant sur les changements de pratiques sexuelles parmi les publics cibles, sur le fait que des collègues, des personnes LGBT se retrouvent avec des collègues, ils entendent parler, comme à l'époque du VIH, la maladie des PD. Voilà. Et que si parce qu'il n'y a pas de campagne d'information, de sensibilisation, de transparence, de pédagogie sanitaire et de démocratie sanitaire encore moins.
Ce qui fait que des personnes, des mythes continuent à exister. Et on ne va pas se mentir, hein, le VIH, actuellement, même si heureusement des grands progrès ont été faits grâce aux associations de santé communautaires, il faut quand même le dire, c'est grâce à eux, c'est pas grâce à l'État. Il faut clairement penser que le VIH est quand même considéré encore beaucoup comme la maladie des PD. Et que nous avons un combat à mener de lutte contre les discriminations et pour l'émancipation humaine. Et que d'en parler avec les mots, d'employer les termes qui sont les termes du combat politique aussi venant de la lutte sur le VIH, d'accepter de remployer les termes PD, de parler de travailleurs du sexe et pas de personnes en situation de handicap. Je mélange plein de débats, je voulais dire personnes en situation de prostitution. Voilà, je te laisse sur la PrEP. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, l'accès à la PrEP. En effet, je pense qu'en effet, la PrEP commence à être bien connue quand même chez les HSH, plus ou moins, alors peut-être pas encore suffisamment. Mais en effet, je peux parler juste de mon expérience personnelle parce qu'on a... donc moi, je suis infectiologue et à Marseille, je suis au sein d'un projet qui s'appelle Facettes, qui s'appelle Favoriser l'accès à la santé sexuelle des travailleuses du sexe, parce qu'en effet, un des autres publics cibles de la PrEP, c'est bien les travailleuses du sexe. Et donc, on a lancé ce projet qui est un projet de santé communautaire, justement, parce que ça rejoint tout ce qu'on disait. C'est-à-dire que la santé publique en France, aujourd'hui, elle est vue de manière extrêmement pyramidale, qu'elle ne part pas du tout des besoins et des acteurs. Et donc, on essaye avec ce projet, alors qui est axé sur les travailleuses du sexe migrantes, spécifiquement à Marseille, déjà de partir de leurs besoins, en fait, en santé sexuelle, et puis d'amener potentiellement, pour celles qui le souhaitent, à de la PrEP. Mais c'est très compliqué, c'est un des seuls projets, enfin, il y a peu de projets en France là-dessus, il y en a un autre à Paris. Et c'est compliqué parce que ça demande de faire des demandes de financement qu'on n'a pas toujours. Alors, nous, en l'occurrence, c'est SIDAction qui nous a aidés pour monter ce projet-là. Mais je suis d'accord, il y a un boulot énorme à faire là-dessus parce qu'on n'est encore pas bon sur les populations cibles autres que... Voilà. Sur ces campagnes d'information et de prévention, je pense que les associations de lutte contre le VIH-Sida en font de nombreuses. Hein. Je pense qu'ACT UP et AID, entre autres, on est assez visible, j'ai presque envie de dire heureusement. On a aussi monté au niveau de AID des centres de santé sexuelle d'approche communautaire, donc sur Nice, Marseille, Montpellier et Paris, où là justement, pour parler santé communautaire, on reçoit les publics les plus exposés aux épidémies de VIH, hépatite sida et IST, mais aussi le sida. Et très rapidement, on s'est aussi mis sur la vaccination monkeypox au tout début de l'épidémie, sauf que ce n'était pas prévu dans les dispositifs réglementaires qu'on puisse vacciner en dehors du milieu hospitalier. Donc ça a été encore des quantités d'autorisation à demander. Donc ça a été très compliqué. Sur la PrEP, moi je tenais quand même à rappeler un sujet, c'est qu'on a réussi au niveau de AID à attaquer le laboratoire Gilead qui demandait une prolongation de son brevet sur le Truvada, donc avec les 2 molécules qui sont mises pour la PrEP. Donc jusqu'en 2018-2019, il fallait débourser 600 € à la sécurité sociale pour être sous PrEP. On a réussi à éviter la reprolongation de ce brevet pour avoir que les médicaments soient génériqués. Et aujourd'hui, on arrive à 137, 142 € la boîte. Donc ces combats-là, on les mène au quotidien et ces discussions, elles ont lieu dans le cadre du projet de loi de finances sécurité sociale qui va vous occuper de la 3e semaine de septembre jusqu'au 21 décembre. En fait, comme on arrive vers la fin, je vais faire 2 remarques conclusives. La première, c'est très lié à ce dont tu parles. C'est la difficulté de la santé publique. Alors, on a avancé en 40 ans, mais comme la difficulté de la République dans son ensemble, à aller du particulier au général. Si vous voulez, l'articulation spécifique, minoritaire, générale, etc., je vous apprends rien, c'est compliqué, y compris dans le champ de la santé, avec toutes les tensions que ça peut susciter, entre est-ce qu'on va en faire trop, est-ce qu'on va prendre le risque de stigmatiser, mais en même temps, si on ne fait pas de façon ciblée, on va rater la cible. Enfin, bref, c'est un jeu de tension dont je ne sais pas quelle est la résolution idéale, dans lequel on va peut-être rester, mais en tout cas où on a clairement besoin de progresser en France si on veut atteindre des objectifs de santé publique. Et la deuxième remarque, c'est pour en venir à variole du singe, et à monkeypox et à notre débat d'aujourd'hui, ce dont on a besoin pour la suite, de façon pressante, c'est de planification en fait. C'est un mot très en vogue dans nos réseaux militants, mais là aussi, je veux dire, la santé publique, c'est aussi et beaucoup planifié en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir quels objectifs on se fixe collectivement, l'État d'abord et les acteurs avec lui, où est-ce qu'on veut aller, à quelle échéance, quels sont les moyens qu'on y met et comment on le fait.
Et ça, aujourd'hui, c'est ce dont on manque un peu, cruellement, je sais pas comment. En tout cas, on manque de ça et on a besoin de ça de la part du gouvernement pour savoir où on va et à quelle échéance on espère sortir la tête de l'eau. J'en profite du coup, là, j'entends planification et ça me fait penser du coup à la façon, encore une fois, on disait qu'on est on a une façon de voir les choses et effectivement, le monde macroniste, le monde néolibéral a une autre façon de voir les choses. Et notamment en termes de planification, c'est pas le gouvernement qui a pris cette responsabilité, puisque par exemple pour la gestion de la vaccination Covid, la planification de la vaccination a été déléguée à Doctolib. Voilà. Donc c'est au privé de prendre en compte cet aspect-là des choses. Et Doctolib, on avait alerté quand même sur les risques que ça comportait de déléguer ça à une plateforme dont en plus on ne connaît pas bien qui gère tout ça, notamment en termes de confidentialité, qui stocke les données sur Doctolib, c'est assez peu transparent. Et en plus, on a vu, par exemple, dans l'actualité très récente, ce que ça donne, quoi. Doctolib, il y a un scandale qui a éclaté là parce qu'il y a des rendez-vous qui sont ouverts, par exemple, à des médecines dites alternatives et qu'en fait on se retrouve à pouvoir prendre rendez-vous chez des gens qui non seulement ne pratiquent pas des médecines alternatives mais pratiquent des choses tout à fait scandaleuses. Donc en fait c'est clair que nous on en a profité pour dire à quel point finalement de rendre aussi publique la planification de la vaccination c'est répondre, c'est se donner les moyens de répondre et de reprendre en main toutes sortes de choses, et notamment si on rend public ça veut dire qu'on sait où on en est des stocks de vaccins, qu'on sait qui vaccine et qu'on a un regard sur tout ça. On va arrêter là cette conférence parce que déjà on a atteint l'heure. Et que deuxièmement, il y a une deuxième conférence sur la LGBT-phobie qui commence, donc LGBT-phobie, médias et politique N décomplexée, donc avec notre députée Ségolène Amiot, députée elle aussi de Loire-Atlantique, Elisa Koubi, coprésident de l'Inter-LGBT, Lucas Mangeli, coprésident de l'association Bicause, Denis Quinqueton, co-directeur de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès, et Cassandre Végou, co-animateur du groupe thématique LGBTI de la France Insoumise. Et je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette conférence et d'avoir été présents. Et je vous souhaite une bonne journée. Et merci aux intervenants, merci Nathalie, François, Emmanuel, Carole.